Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mom You Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible ? Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets, nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de mompreneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça ? Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction. Dans ce nouvel épisode, je pars à la rencontre de Delphine, cofondatrice de Maison Pollux, une marque de maroquinerie de luxe évolutive et intergénérationnelle qui fusionne l'univers de l'enfant et de l'adulte. Styliste de formation ayant fait ses armes au sein de grandes marques telles que Loewe, Givenchy ou encore Delvaux, Delphine décide de se lancer en s'associant avec Élise, une de ses anciennes collaboratrices. Enthousiaste et passionnée, elle revient sur ses différentes sources d'inspiration, comment et pourquoi elle souhaite retranscrire les notions de transmission et de partage à travers ses créations, comment elle parvient à surmonter sa peur de l'échec au quotidien, et comment elle organise ses journées avec son associé qui vit à plus de 9000 km. Enjoy! Bonjour Delphine. Bonjour Mariama. Merci de m'accueillir chez toi aujourd'hui. Alors Delphine est fondatrice de la marque Maison Pollux, donc qui est une maroquinerie haut de gamme pour petits et grands. Delphine est maman de 2 petits garçons, Damien, âgé de 8 ans, et de Corin, âgé de 5 ans. Delphine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Et bien moi je m'appelle Delphine Monteau, je suis la cofondatrice de Maison Pollux avec mon associée Élise Vandamme. Et donc on a créé cette société il y a à peu près 1 an et demi qui donc innove dans la maroquinerie haut de gamme destinée à l'enfant et à l'adulte. Le concept, c'est une histoire de transmission, d'héritage. On connaît cet héritage sur la forme toujours de l'adulte à l'enfant, mais pour moi, l'enfant peut aussi transmettre un héritage. Alors, c'est pas le bon terme, je n'ai pas encore trouvé le bon wording, comme on dit. Voilà, exactement. Mais c'est une façon aussi de pouvoir partager ce que l'enfant vit et ce qu'il veut t'exprimer, ce que toi tu as oublié. Donc dans cette idée-là, l'enfant prête à maman, tu as un échange de vestiaire entre les deux, mais tu as aussi un côté une sorte d'empreinte et d'histoire de la petite fille à sa vie d'adolescente, à sa vie d'adulte qui va se marquer par rapport à ce modèle et à ce sac. D'accord. Pourquoi Maison Pollux ? Alors ça, c'est un nom dont nous sommes plutôt fiers. Maison, pour moi, ça tombe sous le sens. Parce que, justement, on voulait quelque chose de relativement haut de gamme. On parle des maisons, maison Delvaux, maison Chanel. Mais aussi parce que la maison, c'est la famille, c'est ce qui nous correspond. Et c'était justement ça globalisait à peu près tout cet esprit-là. Et Pollux, pour ceux qui sont de la génération, mais je sais qu'ils ont qu'ils en ont refait un 3D, c'est par rapport au Manège Enchanté, donc était un dessin animé qui fait partie de mon enfance, c'est une réminiscence pour moi, ma petite Madeleine de Proust, et Pollux, pour moi, ça sonnait pour plein de raisons. C'était le nom qui était complètement l'ADN de la boîte. Puis bon, il y a aussi Pollux, Castor et Pollux qui sont donc la patrie des Gémeaux. Tu as aussi ça, donc c'était pour moi quelque chose qui correspondait à cet ADN-là. D'accord. Je vois que tes créations sont inspirées des fables de La Fontaine. Pourquoi ? Les fables de La Fontaine sont intergénérationnelles. T'as les grands-parents, les parents. Et tu vois, encore moi, il y a même pas 6 mois, mon fils de 8 ans qui a appris les fables de La Fontaine. C'est vraiment c'est un lien qui est extrêmement fort parce que ça permet aussi de pouvoir en parler, de pouvoir se comprendre, de pouvoir aussi avoir les interprétations de chacun, ce que chacun voit
à sa génération. Et puis il y avait le côté aussi donc animal et puis bien sûr à chaque fois les fables de La Fontaine ont une morale plus ou moins actuelle. Hein, on peut encore voilà, c'est pas ça peut être encore un peu discuté, mais voilà, ça mène la discussion. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors moi, dans l'entrepreneuriat, si j'avais été toute seule, je pense pas que je l'aurais fait. Je me sentais pas nécessairement les tripes. Maintenant, j'ai Élise, avec lequel j'ai déjà travaillé il y a plus de 10 ans dans une maroquinerie de luxe en Belgique. Je savais comment elle travaillait. Et elle est partie, elle, en expatriation. Elle a fait le Qatar, elle a fait la Turquie. Maintenant, elle est à Bangkok. Et on s'est jamais perdu de vue. On a toujours discuté. Et elle s'est dit, bah voilà, écoute, t'as la créativité. Moi, je suis tout à fait dans ce milieu-là aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Voilà. D'accord. Donc c'était un peu voilà, elle est venue me voir comme ça. J'ai mis longtemps à mûrir et à un moment donné, oui, il y avait un peu cette petite peur en disant je me lance pas. Et au final, c'était vraiment allez, qu'est-ce que tu risques quoi? Exactement. Qu'est-ce que tu risques? Ça. Et tu te fais des tas de peurs parce que tu te projettes 10 fois trop sur les tas de problèmes, sur tout ce qu'on entend aussi, qui font peur. Mais quelque part, c'est une aventure à tenter. C'est vraiment une super aventure. Ok. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu faisais avant, justement, de te lancer? Alors. Et qui t'a, je pense, un peu motivé. On en a discuté au moment de notre rencontre. Tout à fait. Alors moi, je viens donc j'ai fait l'école de la Cambre à Bruxelles en stylisme. Et après, j'ai travaillé pour Givenchy, pour Louis V. Quand j'étais chez Louis V, j'ai été plutôt dans le département maroquinerie accessoires. Et c'est là où j'ai découvert ce que c'était que ce métier, parce que le stylisme au début c'était que du vêtement pendant ma génération. Et je suis tombée en amour devant tout ce concept, cette construction, ces volumes. Et c'était bien sûr au tout début où finalement le sac est devenu est devenu presque un emblème de marque. Donc c'était au moment où ça balbutiait. Donc je suis tombée pile poil au bon moment. Et j'ai après été engagée donc chez Delvaux, qui est une maroquinerie de luxe belge. C'est un peu considéré comme le Hermès français. D'accord. Les ateliers étaient juste à côté de moi. J'avais les prototypeurs qui étaient juste à côté de moi. Et pendant toutes ces années, ça a été un apprentissage quotidien sur qu'est-ce qu'était un montage, tout le langage et toute la sémantique aussi à pouvoir utiliser avec un prototypeur, parce que un souple est pas nécessairement un même souple chez l'autre, donc t'avais un jargon spécifique. Voilà, c'est absolument passionnant. D'accord. Ok. Bon, du coup, ça te plus que ça, le produit, c'est quelque chose. C'est mon dada. C'est vraiment quelque chose que je maîtrise vraiment très bien. Tu dessines toi-même du coup les créations? Oui. Oui. Et tu vois, bon, c'est quelque chose où tu commences à connaître les peaux, qu'est-ce que c'est que le cuir, comment ça se patine, quel type de peau, le tombé d'une peau. Et donc, avec toute cette expérience, maintenant, automatiquement, dans mes dessins, je sais exactement quel type de peau, quel type de montage il faut faire et quelle finition, quoi. D'accord. Et comment ça se passe? Parce que du coup, tu travailles donc avec ton associé qui vit à Bangkok. Exact. 7 heures de décalage, j'ai vérifié. Oui. En été et en hiver, ça dépend. Ouais. Et elle est elle aussi maman en plus. Oui. Comment vous vous organisez du coup au quotidien? Eh bien écoute, c'est généralement ça démarre à 7 heures du matin. Ouais. De ton côté? Ouais. De mon côté, quand j'ouvre mon portable, j'ai tous les messages WhatsApp, etc. qui me mettent directement t'es dans le bain direct. Dans le bain, donc je sais à ce moment-là, dès que je dépose les enfants, sur quoi je dois plancher dès le départ.
On fait normalement, alors ça peut être tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend des fois. Un point, ça dépend, ça peut être très variable. Parfois, ça peut être qu'1 heure, parfois ça peut être vite 3 heures. Ouais. Toujours en gardant en tête quand même que on a une activité professionnelle ensemble, mais on se connaît d'avant. Ouais. Donc, ça facilite. Ne pas perdre, tu vois, comment tu vas, comment vont tes enfants. C'est vrai, quand on est dans le feu, l'action. Quand on est dans le feu, parfois, c'est directement, alors, on attaque directement, et puis tu oublies ce petit bonjour, ce petit merci, ce petit, ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous travaillez ensemble, quoi. Voilà. Et, ça, c'était, pour moi, quelque chose d'important, à garder, et pas fortuit du tout. D'accord. Quelle était la réaction de ton entourage quand tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ça peut être ton conjoint, ça peut être tes amis, des collègues. Mon conjoint, il était, je pense qu'il était très content. Ouais. Oui, parce que il a qu'une envie, c'est que je m'épanouisse. Il sait que je suis bonne dans mon travail, et lui, pour lui, c'était vraiment vas-y. Ouais, fonce. Vas-y, fonce. Je suis à côté de toi, je suis derrière toi. J'aurai toujours du recul. Je ne prendrai pas part complètement à ce que tu vas entreprendre. Je vais te laisser te débатouiller, mais je serai derrière toi quoi qu'il arrive. C'est super. Et côté familial, il y a dû y avoir un peu des petites réadaptations, on va dire, parce qu'avant j'étais en freelance. Donc en freelance, il y a plus ou moins des périodes de creux, donc il a fallu que je recadre un petit peu les choses pour dire que je n'avais plus autant de temps à accorder à un tel et un tel. Il a fallu bien 3 mois pour que ça s'ancre, mais voilà, maintenant c'est acquis, donc c'est parfait. Super. Tu t'es lancée il y a combien de temps? Tu étais déjà maman, du coup? Oui, tout à fait. Écoute, la société, elle a 1 an et demi, mais j'ai démarré les premiers croquis en janvier 2017. D'accord. Ouais, ça remonte un petit peu. Ça remonte un petit peu, ouais. D'accord. Et comment tu t'organises, du coup, entre ta vie de maman entrepreneur? Alors moi, il faut savoir que j'ai mon conjoint. Il est quasi en business trip à peu près 2 à 3 jours par semaine. Ah, c'est pas mal quand même comme rythme. Voilà. Ouais. Donc c'est pas celui qui va déposer les enfants systématiquement. Donc c'est du timing. Ouais. C'est vraiment beaucoup de timing. Donc quelque part c'est un peu la course, on va pas se leurrer. Tu m'étonnes. C'est un peu la course, c'est comment dire c'est une organisation quasi militaire, quoi. Oui. N'ayons pas peur des mots, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Bon, par contre, le super avantage, c'est que ça te permet aussi d'un peu cliver les choses. C'est-à-dire que quand je suis avec mes enfants, je suis à fond avec mes enfants. Quand je suis dans le boulot, je suis à fond. T'arrives à compartimenter, du coup. J'arrive à compartimenter. Je te dis pas quand on a une journée où vraiment on passe de catastrophe en catastrophe, c'est un peu plus long. Mais c'est l'avantage parce que quelque part, des problèmes on en a tous, surtout dans l'entrepreneuriat. Et quand tu retrouves tes enfants, ça te permet à un petit peu à remettre un peu l'église au milieu du village. Voilà, ça c'est quelque chose qui est fédérateur et c'est ça qui te tient aussi. C'est un moteur, donc ça aide aussi à pouvoir compartimenter un petit peu. D'accord. Ok. Quel a été ton plus grand challenge en tant qu'entrepreneur? Mon plus grand challenge en tant qu'entrepreneur, c'est sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire, moi, je suis une pure créa. Alors, comme dirait mon conjoint, une artiste. Il est fan. Moi, je dirais pas ce terme-là, je me considère pas comme une artiste, mais on entend beaucoup de choses derrière ça.
quelque part, je me considère comme une artiste cartésienne. Je fais beaucoup de plans. J'ai un cahier des charges. Pour moi, tout est très clair. Ça part pas dans tous les sens. Mon plus grand challenge jusqu'à maintenant, là, tu vois, on est dans une phase très importante où donc on a conçu le produit, on a conçu l'image. Tout ça, c'était quelque chose qu'on maîtrise toutes les deux. Ouais. Et maintenant, on démarre on prend un virage vers justement tout ce qui est vente et com, qui est quelque chose que l'on maîtrise moins. D'accord. Et par rapport à ça, le challenge, c'est vraiment sortir de soi, sortir de ses peurs. Moi, tu m'aurais dit il y a quelques mois, tu vas démarcher, tu devrais avoir un côté ultra commercial, très synthétique. Pour parler de la marque, je t'aurais dit, je sais jamais faire ça, je vais jamais y arriver, tu te rends pas compte, je bégaye, je vais me liquéfier sur place, ça va, enfin, je vais avoir aucune crédibilité. Et au final, tu te rends compte que dans ton réseau, auprès de toi, tu connais peut-être quelqu'un. J'ai fait une formation auprès d'elle qui me dit, elle m'a dit, allez, vas-y, vends-moi ton sac. Et elle m'a arrêté au bout de 2 minutes et dit, ah non, ça va pas ça. Comme quoi, c'est bien de se faire accompagner aussi. C'est pas bon. Oui. Alors, réexplique-moi et on va mettre les choses un peu au diapason. D'accord. Et elle a une commerciale pure. Elle va avoir la phrase directe, percutante, le bon moment, au beau timing. Quoi dire à quel moment, quoi dire avec quelle attitude en face de l'autre. Oui, je dis pas que les premières fois, j'étais pas complètement tétanisée à faire 3-4 fois, l'aller-retour sur le trottoir, devant la boutique, devant le concept store, ou par téléphone, parce que bon, on envoie aussi des mails, c'est pas ça, mais il faut avoir du direct. Et puis c'est un très très bon retour par rapport aux produits et plein de choses qui sont que l'on réinjecte justement dans notre apprentissage et dans ce que nous voulons faire. Et donc à un moment donné, faut se lancer. Tu te lances parce que tu sais qu'il y a personne d'autre pour le faire derrière toi, donc voilà, c'est dans tes mains. Et qu'à un bon moment donné, écoute, si t'as pas dit le bon terme au bon moment, ou si t'as à un moment donné eu un petit creux, c'est pas la fin du monde, parce que finalement les gens sont relativement bienveillants. Exactement. Et on s'étonne de ça, que finalement les gens sont plutôt relativement à l'écoute, toujours en recherche de nouveautés, et que finalement on se fait une montagne de quelque chose qui n'est pas nécessaire. Justement, ça me permet de rebondir sur la notion d'échec qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, la notion d'échec. Dieu sait que lorsque je me suis lancée là-dedans, comme je t'avais dit au début, moi, entrepreneur toute seule... Tu l'aurais pas tenté. Non, je l'aurais jamais tenté. Maintenant, cette notion d'échec, elle a toujours été comme une sorte d'épée Damoclès sur moi. Et, j'ai voulu aller au-delà de ça. Dans le sens que, hélas, en France, il n'y a pas la culture de l'échec. Et pourtant, c'est une culture. Oui. Échouer, c'est avancer. Clairement. Et tout le monde échoue. Tout le monde échoue. C'est normal. Et c'est pas rédhibitoire. Et quelque part là-dedans, ça te permet de nouveau d'avancer, parce que quelque part pendant toute cette période où tu as appris des tas de choses, où tu t'es mis dans des situations que tu ne pensais pas, des situations que tu ne sais pas toujours, où tu as le sentiment que tu vas pas savoir les surmonter, et tu arrives et t'es fier de toi, et t'as la banane quand tu rentres en te disant j'ai réussi à faire ça. Super, j'ai réussi à faire ça. Et puis il y a d'autres soucis, etc. Mais voilà, faut être fier de ce qu'on a fait, quoi. On a quelque chose dans les mains, dans lequel on croit. C'est vous le moteur de ça. Tu te plantes à droite à gauche. Ça fait partie du parcours. Ça fait tout à fait partie du parcours. Maintenant, faut pas se lancer avec trop de naïveté.
Et ça, tu as quand même beaucoup d'avantages, que ce soit surtout en France, beaucoup à Paris, c'est de pouvoir faire tout ce qui est séminaire, de rencontrer des gens, et surtout poser des questions, parler, ne pas avoir peur d'investir là-dedans avant même le montage de ta boîte, du projet, parce que ça te donne des tas de clés, ça te permet de faire un travail en amont que tu n'auras plus à faire après, et qui va te guider tout le long de ton projet entrepreneurial. Absolument. La notion d'échec, je reviens encore là-dessus. Quelles clés tu transmettrais à tes enfants pour les aider à surmonter l'échec? Alors déjà, je pense que c'est une question de comment toi-même tu le vis et comment surtout tu le véhicules en parole. Moi, j'ai 2 enfants qui, qui sont vis-à-vis justement quand ils arrivent pas à faire quelque chose, qui se mettent souvent martel en tête. J'y arrive pas, maman je vais pas y arriver, ça sert à rien, on abandonne. Et là-dedans, tu vois, dans mon expérience d'entrepreneuriat, je viens souvent par rapport à ça en disant, tu vois, moi, il y a maman, il y a encore 2 semaines, ça, elle savait pas faire. Maman, elle avait peur. Elle était aussi comme toi. Elle se disait qu'elle allait pas y arriver. Maintenant, qui ne tente rien n'a rien. Tente, t'avanceras toujours. C'est quelque chose qui va toujours t'apprendre quelque chose. Et quelque part, quand ils sont tous en train de se comparer, oui, mais il y a celui-ci, il a fait comme ça, celui-là, il a fait comme ça, et toujours véhiculer, oui, mais regarde, toi, tu sais faire ça. Toi, t'arrives à faire ça aussi. Est-ce que les autres savent le faire? Bon, on a souvent la réponse à 8 ans, je sais pas. Mais tu arrives par ce biais-là de donner de la confiance et de surtout se dire, mais t'as le droit de te tromper, c'est normal. T'es à l'école, t'as le droit de te tromper, mais pas que à l'école, parce que c'est quelque chose qu'on oublie après. Comme si un adulte n'avait pas le droit de se tromper. Et encore à l'école, je suis pas sûre si on leur donne l'occasion de se tromper, parce que ça c'est encore une autre question. La culture de la bonne note. Ça c'est un autre débat. Moi, je vois par rapport juste à j'essaye vraiment de pas systématiquement comparer à droite à gauche, même si je sais que c'est difficile. J'ai autour de moi pas mal de, tu vois, ça aide. J'ai autour de moi pas mal de mamans qui ont soit un enfant hyperactif, ou soit qui ont un Gilles de la Tourette, ou soit qui sont autistes. Et c'est très intéressant de pouvoir parler avec ces mamans-là, parce qu'elles sont confrontées à des choses où toi tu te dis, mais comment je vais faire? Et elles prennent, tu vois, chaque jour, un petit détail, une petite chose, va rajouter une pierre à l'édifice de la construction et de l'apprentissage et de la confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de voir avec mes enfants. Ok. Est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement au moment du lancement de votre entreprise? Alors, au moment où moi j'étais en train de faire les croquis en 2017, Élise, elle, était en formation entrepreneuriale. Maintenant, si je peux donner des conseils, nous avons investi en fonds propres. Il y a beaucoup d'aides en France pour un départ de société en création. Vous avez des fonds propres, mettez-les un petit peu de côté. Utilisez justement tous ces canaux pour tout ce qui est fonds de garantie, bourse. Intéressez-vous à ça vraiment en amont aussi, ce qui va vous permettre entre guillemets de pouvoir vous retourner, parce que on fait toutes et tous des business plans, qu'on a toutes nos 30% de marge supplémentaire, mais ça part très 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 vite. Et
il y a vraiment un mouvement depuis déjà quelque temps, même plusieurs années, qui veulent aider à l'entrepreneuriat. Maintenant, je vous cache pas que faut un peu chercher, faut un peu ramer, c'est pas toujours évident. Faut le savoir surtout. Mais voilà, pour moi, si j'ai vraiment un conseil, que ce soit au niveau financier, trouver justement les apports par rapport à ça, donc tout ce que j'ai dit, bourse, fonds de garantie, et au niveau plus pour la société, pour l'entrepreneuriat, les incubateurs sont extrêmement nécessaires. Vous en avez intégré un, du coup? Non, on n'en a pas intégré un. On cherche à en intégrer un parce que par rapport, par exemple, à la BPI France, ils peuvent vous allouer une bourse quand vous prenez un incubateur. Ouais. Mais cet incubateur doit être certifié PIA. Il y en a pas énormément. Alors, c'est Paris Innovation Amorçage. D'accord. Et donc, cette bourse vous permet de payer votre incubateur. Et c'est quelque chose... souvent, moi, par exemple, avec Élise, on est plutôt très produit. Il nous manque très clairement plutôt quelqu'un market et commercial. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir trouver toutes les personnes dont c'est le métier, qui vont vous guider, qui vont vous aider à faire en sorte que votre société sera solide et pérenne. Très important. Oui, exactement. Ok. Alors, en tant que entrepreneur et maman, les journées peuvent être très longues, on le sait. Comment ça se passe à la maison? Comment tu t'organises avec le papa, par exemple? Eh ben, écoute, le papa, il n'est pas souvent là. Il est 2 à 3 fois, 3 jours par semaine, souvent en business trip en Europe. Donc, faut beaucoup compter sur soi. Je n'ai pas non plus la famille à côté qui peut toujours m'aider, mais je peux compter sur certaines mamans à droite à gauche ou sur quelques babysitters aussi, c'est bien pratique. Maintenant, pour m'aider, il y a des tâches que je ne fais pas du tout. Tels que tout ce qui est paperasserie, ce type de choses-là. Maintenant, c'est vrai que pour le quotidien, on va reparler encore de la charge mentale. On est d'accord, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Dans cette optique-là, ce que je fais souvent, c'est que les week-ends, généralement, je fais les courses et on fait à manger ensemble le week-end. Super. Pour pouvoir, à ce moment-là, pendant la semaine, avoir un peu moins de difficultés et pouvoir un peu plus agrandir les journées. D'accord. Donc tu prépares en amont du coup les repas pour la semaine. Voilà. Il y a aussi, tu vois, par rapport à certaines choses, les rendez-vous. Par exemple, il y a plein de spectacles. J'imagine surtout à cet âge-là. Ils ont plein de spectacles. Le spectacle d'anglais, le spectacle machin. Le spectacle d'anglais. Je savais pas. Oui. Ça existe aussi. T'en as le spectacle avec la maîtresse. Enfin, ça parcourt un petit peu toute l'année. On essaie de se partager ces moments-là. D'accord. Parce que on ne peut pas toujours être tous les deux là, mais bon, s'il y a le spectacle de fin d'année, ça c'est autre chose. Mais on essaye un petit peu que chacun soit présent pour les enfants à ce moment-là. Et comment tu occupes ton temps libre du coup avec tes enfants? T'arrives à trouver du temps pour faire des activités un petit peu avec eux? Je joue beaucoup avec eux. Alors, je sors pas trop. Je sais qu'il y a les parcs, mais très clairement, pour moi, les parcs, c'est un peu comme Florence Foresti. Ça m'ennuie à mourir. C'est marrant, j'en parlais avec une autre maman. Ça m'ennuie à mourir. Alors, quand il y a d'autres mamans, c'est encore bien sympa, mais sinon, ça m'ennuie à mourir. Mais par contre, je fais beaucoup de jeux de société avec eux.
c'est idéal parce que ça détend, que ça permet aussi d'avancer, d'apprendre plein de choses. Tu vois, ne serait-ce que de compter sur les cartes, d'avoir un côté un peu intuitif sur sa façon de raisonner. Et puis tu aussi tu comprends mieux aussi comment raisonne ton enfant. Parce qu'il faut pas croire que c'est parce que c'est ton enfant que tu vas lire dans lui comme dans un livre ouvert. Il passe quand même les 3/4 de sa semaine à l'école. Et tu ne sais pas ce qui s'y passe. Pour qu'il verbalise certaines choses, c'est assez compliqué. Et parfois, par juste cet intermède de jeu de société, il peut sortir une petite phrase sur laquelle tu vas peut-être faire ricocher et il va pouvoir tu vas pouvoir déclencher une discussion sur laquelle tu vas vraiment énormément apprendre sur lui. Et ça, ça j'aime bien. J'aime bien aussi parce que j'aime bien travailler de mes mains, mais j'aime bien tout ce qui est un peu peinture, sculpture, etc. J'adore faire les musées. Alors, je te cache pas que avant que j'avais mes enfants, je prenais tout mon temps. Maintenant, avec les enfants, c'est très rapide. Oui, c'est même parfois la course. C'est un peu compliqué de pouvoir rester devant, en admiration devant quelque chose. On n'y arrive pas tout le temps. Mais la petite astuce que j'ai trouvée depuis 1 an et qui est parfaite, c'est vous passez votre téléphone portable et vous avez un réflexe ou un autre appareil photo un peu plus lourd, moi pour mon aîné, et c'est parfait parce qu'ils passent leur temps à prendre des photos. Et donc, ils regardent, certes, à travers un objectif, mais ça les marque. Ils sont contents parce que ils ont une activité, ils n'ont pas encore qu'en observation, en admiration, parce que c'est un peu tôt de pouvoir rester plusieurs minutes devant une seule et même peinture. Contempler. Dans la contemplation. Et vous, par contre, ça vous permet de contempler tranquillement. De pouvoir contempler tranquillement, exactement. Et c'est quelque chose, j'essaie vraiment de faire beaucoup de musées avec eux. Je trouve que c'est une ouverture d'esprit. Et moi, c'est une alimentation absolument nécessaire dans mon métier. C'est ta manière de te ressourcer. C'est là que tu puisses aussi ton inspiration. Voilà. Donc, je fais un total 2 en 1. Et c'est ça que j'essaye vraiment, c'est être le plus efficace possible. Comment faire un 2 en 1 pour que tout le monde soit satisfait. Exactement. Et que tout le monde ait trouvé, entre guillemets, quelque chose qui le faisait, qui nous fait tous vibrer en même temps et à l'unisson. Et c'est un super partage de pouvoir faire ça. Super. Où est-ce que tu trouves de l'inspiration pour tes créations? Eh ben, écoute, partout. Dans le sens que dans mes études, ce qu'on t'apprend, c'est avoir un œil. Et tu regardes les choses différemment. Il m'est déjà arrivé, tu vois, de m'asseoir au pied des escaliers de l'opéra et de simplement regarder comment les gens portaient leurs sacs, qu'est-ce qu'ils avaient, quelles étaient leurs nécessités, l'esthétique aussi. Dans le métro, je suis toujours à l'affût, que ce soit aussi ça peut être aussi un livre qui peut aussi t'ouvrir pas mal de champs de possibilités. Si tu veux, c'est pas devenu, entre guillemets, pour moi un métier, c'est devenu une façon de vivre. C'est plus qu'une passion. Je suis sans arrêt aux aguets. À un tel point, tu vois, que c'est très marrant parce que tu arrives à photographier dans ton esprit un petit détail, tu en arrives à avoir un autre. J'ai toujours ma petite pochette avec mon Moleskine pour tout d'un coup je découvre quelque chose. Je fais des petits croquis. Des petits croquis, exactement. Et c'est très étonnant parce que la nuit, j'ai toujours encore mon carnet à côté de moi. Parce que tout d'un coup, tu vois, dans tes rêves, dans ton esprit, quand tu dors, tout se pose, mais tout s'imbrique. Et donc, tout d'un coup, je peux je peux avoir des illuminations. Ça m'arrive assez fréquemment. Et je fais tout doucement. Laurent est pas toujours très content parce que pouf, j'allume et à 3h du matin, je suis ça c'est Qu'est-ce parfait. Qu'elle fait Voilà, c'est la clé que je cherchais. C'est fou. Je passe mon temps en fait à avoir des pièces de puzzle que tu assembles au fur et à mesure. Voilà, et que je glane partout. Ok. Partout. C'est fou ça. C'est vraiment le truc qui revient souvent chez les entrepreneurs. Enfin, c'est comme si tu t'arrêtais pas de travailler quoi. T'es toujours à l'affût, t'es aux aguets pour saisir la moindre petite idée.
Bah, en fait, t'as toujours entre guillemets t'as toujours une part aussi. On dit aussi souvent dans l'entrepreneuriat que t'as une part de chance. Et quelque part, tu dois la travailler cette chance. Et à tous les niveaux. Alors il y a des choses pour lesquelles c'est plus facile. Moi, automatiquement, c'est ce côté créatif, etc. Mais être en contact justement avec des choses que tu maîtrises moins et qui te dépassionnent totalement, tu peux arriver en discutant avec la personne en face de toi à trouver des petites choses sur lesquelles tu peux te rattacher et qui peuvent t'aider toi à construire à nouveau. Quand tu discutes avec une personne en face de toi qui n'a rien à voir avec ton milieu, ça fait quand même des ricochets. Et tu peux te mettre en exergue tout ça. Pas n'avoir qu'un avis, en avoir plusieurs. Parfois, ça peut être un petit peu déroutant parce que parfois il y en a un qui dit exactement l'opposé de ce que l'autre a dit. Donc toi, à toi de faire le tri. Je vais où? Qu'est-ce que je fais? Mais quelque part, souvent, quand on voit un troisième, quand on voit un quatrième, quand on voit un cinquième, quand on voit un sixième, tu as toujours quelque chose que tu prends, quelque chose clé qui s'en dégage. Et c'est ça ce que tu dois utiliser et qui va t'aider. Très clairement. Tu mets en tout cas à travers ta marque, tu mets vraiment en avant l'importance de la transmission des valeurs, du partage et de la simplicité et surtout des valeurs familiales. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour toi et comment ça s'est traduit dans ton enfance ou même dans ta vie de femme de manière générale? Alors moi, j'ai eu l'avantage de vivre avec des parents qui n'ont pas de tabou. Tout se dit. Toute l'histoire familiale, aussi rocambolesque que ça puisse être. J'ai eu un grand-père qui a fait un petit livre, un trait familial sur sa vie, sur son parcours. J'ai perdu, moi, mes grands-parents beaucoup trop tôt. Et j'ai toujours souhaité de me nourrir pour savoir d'où je viens, vers quoi je vais et qu'est-ce que je vais transmettre. Il y a eu les parts d'échecs aussi, les divorces, toutes ces petites choses un peu tabous encore qui étaient à l'époque. Mais mes parents m'ont transmis ça avec une grande fluidité et avec beaucoup de... voilà, tu vois, ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie du parcours de la vie. C'est pas toujours un rêve et que quelque part... c'est ça qui te construit. Oublie ce que disent les autres. Oublie ce que peuvent penser les autres. Voilà, toi, il t'est arrivé ça, mais voilà, dans ta vie de famille, il est arrivé plein d'autres choses. Et ils ont eu une belle vie. Alors, c'est ça que je voudrais, qui est vraiment important pour moi. Ça peut être, il y a des objets bien sûr. Bon, on parle de la montre du grand-père, on parle, si tu veux, de la médaille qu'a offert la grand-mère, des bagues, de toutes ces choses-là. Moi, il y avait donc aussi l'histoire verbale, et c'est quelque chose qui dans ces sacs Maison Pollux, je voulais quelque chose qui accompagne. T'as pendant toute son enfance, généralement, la plupart du temps, un enfant a un doudou. Les adultes, maintenant, sont un peu dans cet esprit kidult, où ils ont envie, si tu veux, de cocooner, de se retrouver dans un côté un peu caressant. Et j'ai, en pensant à ça, et parce que je voulais qu'avoir quelque chose de très, très fonctionnel, je voulais me dire, je voudrais concevoir quelque chose un objet dans lequel tout le monde peut se retrouver, qui est un contenant, parce que c'est ta vie que tu mets dedans, c'est tes trésors, c'est ce tout en quoi tu es, tu crois, et c'était quelque chose où je pouvais pas l'imaginer en tissu, parce que le tissu, c'est quelque chose qui craque et qui vieillit pas toujours dans le temps. Et l'avantage du cuir là-dedans, c'est que le cuir, c'est quelque chose qui se patine, ça se marque.
que ça prend les coups de la vie, mais que ce sont toujours des histoires à raconter. Une petite griffe, un petit détail. Tu te souviens de ce jour-là? Ah oui, c'est quand t'étais au parc, c'est quand je suis tombée, c'est quand... Ah oui, moi je me rappelle aussi. Voilà, c'est un livre. Ça devient un livre de famille. C'est beau. Je me suis sentie un peu inspirée là. C'était plus fluide. Parlons maintenant de la vie sociale. Est-ce que tu en as une? Alors, est-ce que j'ai une vie sociale? J'espère bien que oui. Alors, disons qu'elle est un peu moins prolifique qu'avant mes enfants. Ouais. Ça, on va pas se leurrer. C'est là où tu regrettes un petit peu tous les week-ends que t'as passé avec ton compagnon, simplement dans le sofa, en te disant mais si j'avais su. Maintenant, oui, il faut la provoquer, cette vie sociale. C'est important. Il faut absolument la provoquer, que ce soit pour toi, pour ton couple, et pour tes enfants. T'es une femme, donc tout doit être en ligne de mire en fait. Toutes les portes doivent être ouvertes. Tu peux pas n'en privilégier qu'une. Et c'est ça qui est difficile quelque part. C'est parce que t'es sur tous les fronts. Mais tu peux faire en sorte que il y a pas que des frontières là-dedans. Tout se nourrit. C'est-à-dire que si t'as passé un bon moment avec ton conjoint, ton conjoint va être satisfait, tu vas le ressentir, tu vas le transmettre aussi à tes enfants et ça va se sentir aussi dans ton travail. Donc faut surtout pas s'oublier de faire à un moment donné ça. Quand on est vraiment la tête dans le guidon, on se dit je peux pas me permettre, mon Dieu, ça va arriver dans pas très longtemps. Comment je vais faire si j'utilise pas ce temps-là? Parfois, il faut vraiment pouvoir s'arrêter, faire autre chose, ouvrir une autre porte, justement, qui va te permettre à ce moment-là de prendre du recul et de dénouer le problème beaucoup plus rapidement que si tu t'étais complètement recharné dessus pendant plusieurs heures. Clairement. Et faut parfois se faire violence pour le faire. C'est pas toujours naturel, mais c'est salvateur. Clairement. Quels sont les futurs projets de Maison Pollux? Alors, les futurs projets, écoute, il y a la nouvelle collection qui est en train de se travailler. Pour l'instant, on est un petit peu sur tous les fronts. Donc, on est dans le domaine de com et vente. C'est quelque chose qui prend, faut pas minimiser ça. On vous parle beaucoup, entre autres, de communauté. Ayez la plus grande communauté possible quand vous démarrez. C'est vraiment celle-là qui va faire que ça va faire des ramifications. La com, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de promesses, beaucoup d'épées dans l'eau. Faut bien s'imaginer que pour 100% de travail, vous allez peut-être récolter, allez, si je suis pas trop vache, peut-être 5% d'un retour positif. Mais ces 5% vont pouvoir en rapporter d'autres. Dans la distribution, c'est à peu près pareil. Ne pas hésiter à parler. Ne surtout pas hésiter à parler, à connecter le plus possible, parce que c'est ça qui va vous ouvrir les horizons et surtout provoquer. C'est ça le plus difficile, parce que c'est un job, c'est ça qui est le plus chronophage. Quand on parle d'Instagram, quand on parle des fichiers, des newsletters, quand on parle des fichiers mail à la presse. Ne restez pas derrière votre ordinateur à envoyer des mails. Faut rencontrer les gens. Faut y aller. Faut vraiment y aller. Et parfois, on m'a même plusieurs fois dit, et je pense que c'est vrai, faut harceler. Oui. C'est vrai. Il faut harceler. Si la personne ne répond pas, enfin, moi, c'est ce que j'ai appris, en tout cas, là, ces derniers temps. C'est pas forcément qu'elle n'est pas intéressée, c'est juste que elle a tellement de trucs à gérer que, elle peut passer à côté, et on se dit, même moi, ça m'arrive de me dire, bon, je répondrai plus tard, je verrai après. Et effectivement, en harcelant. Oui.
Tu peux avoir des retours. Parce que harceler, c'est de la visibilité. Ouais. C'est ça le plus important. C'est là notre gros target en ce moment. C'est d'être visible dans dans un monde où tout le monde, comment dire, c'est la bataille. Oui, il y a plein de choses qui se créent, il y a plein de choses qui se font. Et tout le monde veut se faire voir, donc il faut. Bien sûr, donc être toujours alerte aux innovations, aux nouvelles applis, les nouvelles techniques de communication. Exactement. Il faut être en veille. Exactement, parce que souvent quand on les communique, c'est déjà presque un peu trop tard. Donc c'est à vous à aller à la pêche à ce type d'informations. Et franchement, pour ça, les jeunes, écoutez les jeunes. C'est extrêmement important. Nous en apprendre, c'est parfois c'est eux qui sont dans le vent. Facebook c'était l'origine pour les jeunes, c'est devenu énorme. Instagram était aussi à l'origine pour les jeunes, c'est devenu aussi énorme. Je dis pas que toutes les applis, vous devez pas faire toutes les applis parce que sinon vous en sortez pas. Non, mais interrogez neveux, nièces, qui sont ultra connectés, parce que ils vont vous donner tout d'un coup des petits tuyaux comme ça à laquelle vous n'avez pas nécessairement pensé parce que vous n'êtes pas dans le bain. Pourquoi pas tenter quoi. Pourquoi pas essayer. Carrément. Dans un milieu ultra saturé, voilà, c'est parfois les petites choses qui peuvent devenir grandes, qui peuvent faire que vous allez grandir avec elles. Carrément. Écoute, on va finir avec la petite question que je pose toujours à la fin. C'est quoi ta définition d'une maman qui déchire ? Qu'est-ce qu'une maman qui déchire ? Pour toi. Elle est pas facile celle-là. Ah non, elle est très facile pour moi. Pour moi, une maman qui déchire, c'est se faire confiance et ne surtout pas rentrer dans les carcans des autres. Attention à tout ce qui est véhiculé. Personne n'est parfait. Et quelque part, j'ai été jeune, je suis encore jeune dans la tête, et c'est peut-être, certains vont dire, peut-être cette immaturité que je cultive énormément. Et pour moi, c'est ça. Une maman qui déchire, c'est une maman qui reste jeune dans sa tête, qui continue à aller à des concerts, qui continue à sortir, et qui, n'écoute pas toujours ses enfants parce que quelque part t'es has-been ou quoi que ce soit, mais où si tu veux transmettre ce qu'a été ta jeunesse, tu dois bien sûr écouter leur jeunesse à eux. Donc attention, ne pas être toujours en train de dire ce que tu écoutes n'importe quoi. C'était mieux avant. C'était mieux avant, ce que tu regardes, c'est débile. Chacun son époque. Voilà, c'est vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui leur plaît pour qu'ils s'intéressent après à ce qui te plaît toi. À ce qui te plaît toi. Et on voit souvent qu'il y a très souvent des petites similitudes où au final T'as un exemple là qui te vient en tête? Moi, il est encore trop jeune pour que je puisse trouver des similitudes, tu vois. Je suis pas très protectionniste, donc qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple à te donner par rapport à ça? Ça se fait déjà pas mal au niveau marketing en ce moment dans les films ou dans les dessins animés. T'as des tas de dessins animés maintenant qui sont ce qu'on appelle des dessins animés à double lecture. De plus en plus, pour ouvrir le panel justement de clientèle, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent des projets où ça peut parler autant à l'adulte qu'à l'enfant. Et c'est très marrant parce que tu rigoles en décalé. Et parfois, je demande souvent, tu vois, à mes enfants, mais je comprends pas pourquoi t'as rigolé à ce moment-là. Et souvent, oui, mais toi, t'as rigolé à ce moment-là, j'ai pas compris. et à ce moment-là, tu arrives à expliquer, bah oui, mais
voilà, ça, tu vois, cette petite phrase-là ou ce personnage-là, c'est quelque chose que moi j'ai connu quand j'étais enfant, qui m'a fait beaucoup rire, avec lequel j'ai complètement adhéré. Ah bon, mais explique-moi, montre-moi. J'ai eu un moment, si j'ai un exemple où j'avais mon père qui était là. On était en train, mon fils était très déçu parce qu'il était allé au carnaval et qu'il avait un costume Star Wars. Il m'a dit, oh, maman, il y avait un autre qui avait exactement le costume que moi. La déception. Je lui ai dit, mon chéri, le problème, c'est que vous êtes tous fans des mêmes choses. Donc, il va y avoir 50 Spider-Man, 50 Hulk. Voilà, vous êtes tous dans la même chose. Maintenant, tu peux choisir un autre costume et là, tu peux être sûr que... Tu seras le seul. Tu seras seul. Oui, mais comme quoi? Et la première idée qui m'est venue en me disant bon, ça je peux encore construire, je peux entrefaire, je lui fais par exemple t'as Charlie Chaplin. Ah, c'est sûr que ça, pas beaucoup y auraient eu l'idée. Et alors mon père était là et en discutant de ça, il m'a dit moi je me souviens d'un film qui m'a fait mourir de rire quand j'étais gosse, de Charlie Chaplin qui était sur des rollers, qui arrêtait pas de tomber et c'était drôle et j'ai un souvenir vraiment de m'être roulé par terre tellement ça m'avait fait rire. Et j'ai dit et là j'ai mis enfin tu peux nous montrer et là c'était merveilleux parce qu'on était tous ensemble. Mon père a 77 ans, j'en ai 42, mes enfants ont 8 et 5 ans, en train de rire d'un film qui date qu'ils n'avaient jamais vu. Voilà, qu'ils n'avaient jamais vu, mais voilà, qui continue à provoquer quelque chose, une émotion, mais que chacun interprète à sa manière. À ses manières. C'est fou, c'est exactement la transmission dont tu parlais tout à l'heure qui se reflète là à travers ton anecdote. Super, mais écoute, merci beaucoup Delphine pour ce moment. Mais de rien, c'était un plaisir Marianne. À bientôt. Au revoir. Merci à Delphine de s'être prêtée au jeu et d'avoir partagé avec moi son expérience de mompreneur. Vous pouvez découvrir ses créations originales sur le compte Instagram Maison Pollux et sur le site internet maisonpollux.com/fr. Noël approche, c'est le moment de vous faire plaisir et faire plaisir. Maison Pollux vous offre 30% sur le prix de ses pochettes tout ce mois de novembre. Faites vite, les stocks sont limités, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour découvrir toutes les créations de la marque et rencontrer Delphine, rendez-vous le dimanche 15 décembre de 14h à 20h au 38 rue Turbigo à Paris dans le 3e. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. À bientôt!